bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans un texte, ma foi, stimulant de Saïd Dakar. L'éducation, histoire et origine, paru sur Kalima Éduc. Une vraie traversée du temps qui nous attend. Tout à fait. Une histoire longue et complexe. Exactement. L'objectif, c'est d'extraire un peu l'essence de ce parcours historique de l'éducation. Des origines lointaines jusqu'aux questions actuelles, en s'appuyant sur l'analyse de Dakar. Comprendre l'évolution de cette idée. Voilà. Comment cette idée, si fondamentale pour nos sociétés, a pris forme, s'est transformée au fil du temps. Bon, alors, commençons ce voyage. Allons-y. Par où on commence ? Dakar nous ramène d'abord aux sociétés qu'on appelle primitives. L'éducation y est décrite comme totalement informelle, centrée sur l'oralité. C'est ça. Ce sont les anciens qui transmettent le savoir essentiel, les techniques de chasse, les règles de vie, les mythes. Tout ce qui est vital pour le groupe, en fait. C'est ça. L'article cite d'ailleurs Durkheim, cette définition de 1922. L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle est assez frappante, cette définition, non ? Simple et forte. Absolument. Et ce qui ressort bien chez Dakar à ce sujet, c'est ce caractère vital et communautaire. C'est vraiment la clé. Pas d'école, pas d'institution dédiée comme on l'entend aujourd'hui. L'apprentissage se fait sur le tas, quoi. Exactement. Par imitation, par participation directe à la vie du groupe. L'enjeu, c'est la survie, la cohésion. L'éducation, c'est la vie, presque. Dakar insiste bien là-dessus. Ce savoir n'est pas abstrait, hein. Il est dans les gestes, dans les récits. D'accord. Et après cette période, l'article nous emmène où ? L'Antiquité, j'imagine. C'est ça, la Grèce, Rome. Ah, et là, le paysage éducatif, il change radicalement, si j'ai bien lu. On voit apparaître les premières écoles, quelque chose de plus formel, de plus structuré. Oui, une vraie différence. Dakar souligne que ça ne concerne plus seulement la survie, mais aussi le développement de l'esprit. La philo, la rhétorique, les arts, les sciences. Tout à fait. Mais il pointe aussi une grosse limite. C'était quand même très élitiste, non ? Surtout pour les hommes riches. Oui, absolument. C'est le revers de la médaille. Dakar évoque par exemple le modèle athénien. Former le citoyen, oui, mais un citoyen bien précis. Savoir lire, écrire, compter, la gym, la musique. Et la philo pour les meilleurs, c'est ça ? Voilà. Ou le modèle romain, plus pragmatique, le droit, l'administration, l'art militaire. Ce qui est fascinant et que l'auteur met bien en lumière, c'est la naissance de la pédagogie. Ah oui, la réflexion sur le comment faire. Exactement. Pas juste quoi enseigner, mais comment. Socrate et sa maïotique, les sophistes, c'est le début d'une réflexion sur l'art d'instruire, même si, comme vous l'avez dit, ça ne touchait qu'une toute petite partie de la population. Une structuration qui suit la complexification des sociétés, en somme. C'est tout à fait ça. Bon, après l'Antiquité, le Moyen-Âge. L'analyse de Dakar, là, elle met l'accent sur quoi principalement ? La religion ? Oui, l'influence de la religion est prédominante, surtout le christianisme en Europe, et aussi l'émergence des universités. Les universités comme nouveau centre du savoir. Exactement, mais un savoir très orienté savoir-être. La connaissance vue comme un moyen d'accéder à la vérité divine. La théologie domine. Mais on enseignait aussi d'autres choses, non ? Médecine, droit ? Oui, mais toujours dans ce cadre religieux très fort. Dakar explore cette tension intéressante, comment ces universités conciliaient foi et, disons, une raison naissante. Et alors ? Comment elles faisaient ? Mais ces universités, Bologne, Paris, Oxford, elles sont fascinantes. D'un côté, l'Église est omniprésente, le dogme imprègne tout. La disputation, le débat argumenté, c'est une méthode clé, mais ça reste dans le cadre théologique. D'accord. Mais de l'autre côté, elles développent leur propre organisation, des cursus, le fameux trivium, quadrivium, et elles accueillent l'étude de textes antiques redécouverts, notamment Aristote, souvent via les traductions arabes. Ah, intéressant ça. L'auteur suggère qu'il y a une cohabitation complexe. La foi donne le cadre, mais la logique, la raison, sont utilisées comme outils. Et ça prépare le terrain, peut-être sans le vouloir, pour des savoirs plus autonomes plus tard. Elle jette les bases en quelque sorte. Oui, pour une transmission du savoir plus systématique. Logique. Ensuite, on arrive à la Renaissance. Et là, Dakar parle d'un vrai tournant. Ah oui, un moment clé. L'humanisme, le retour aux sources antiques, mais avec un regard neuf, centré sur l'humain. L'accent est mis sur l'épanouissement de l'individu, son potentiel. Intellectuel et moral, oui. Des figures comme Erasme, Montaigne,
L'article les cite pour leur plaidoyer « Former le jugement, l'esprit critique, pas juste remplir la mémoire ». J'avoue que ce passage m'a marqué, cette idée de tête bien faite plutôt que bien pleine. Oui, c'est une formule célèbre et très parlante. C'est vraiment un moment charnière. L'auteur montre bien comment l'éducation devient un projet de formation intégrale de la personne. On change de perspective, en fait. Complètement. On passe, pour schématiser, d'une vision théocentrique, l'homme créature divine avant tout, à une vision plus anthropocentrique, l'homme doué de raison, de potentiel propre. Dakar insiste sur l'importance des humanités, littérature, histoire, philo antique, pour cultiver ces qualités. Le but n'est plus seulement le salut éternel, mais former un individu capable de bien vivre, bien penser, dans le monde terrestre. L'éloquence, la vertu civique, la curiosité. Mais cet idéal humaniste, il était vraiment pour tout le monde? L'article nuance un peu, non? Ah oui, bien sûr. Dakar rappelle que ça concerne encore une élite sociale. C'est un idéal qui reste assez théorique pour la majorité. D'accord. Mais l'idée est sommée, l'idée que l'éducation de viser l'épanouissement, la pensée critique. Et ça va germer au siècle suivant, le siècle des Lumières, le 18e. Justement. Là, les idées sur l'éducation, elles foisonnent, elles se radicalisent même parfois. Oui, l'article aborde le 18e comme un moment vraiment décisif pour l'idée d'un droit à l'éducation. Les philosophes des Lumières, Rousseau bien sûr, avec son Émile. L'éducation naturelle. Voilà, une éducation différente, plus respectueuse de l'enfant. Et surtout, Dakar souligne l'émergence du concept d'école publique. L'idée que l'État doit jouer un rôle. Oui, instruire les citoyens. L'accès à l'éducation commence tout doucement à s'élargir. Mais concrètement, selon l'auteur, comment ça progresse cette idée? C'était pas simple, j'imagine. Ah non, c'est un processus lent, conflictuel. L'idée d'une éducation pour tous, c'est révolutionnaire pour l'époque. Ça s'inscrit dans cette philosophie des Lumières qui valorise la raison, l'autonomie, qui critique l'obscurantisme. Éduquer le peuple, c'est lui donner le pouvoir de se libérer potentiellement? C'est ça, l'idée sous-jacente. Se libérer des tutelles traditionnelles, religieuses, aristocratiques. Dakar explique que des projets de systèmes éducatifs nationaux apparaissent. On pense au débat pendant la Révolution française. Mais la mise en œuvre... Ça coince. Oui, ça se heurte à des résistances. Financières, politiques, sociales, énormes. Mais le principe est posé. L'éducation devient un enjeu politique majeur, un levier possible de transformation sociale. Bon, on avance encore, 19e et 20e siècle. Période mouvementée. Industrialisation, nationalisme, guerre, mouvements sociaux. Oui, de grands bouleversements. Et l'article de Dakar décrit comment tout ça impacte fortement les systèmes éducatifs. L'école devient vraiment l'affaire de l'État. Elle se généralise, au moins le primaire. Elle se standardise aussi. Oui, programmes nationaux, examens, on forme le citoyen, le travailleur. Mais l'auteur mentionne aussi en parallèle l'émergence de nouvelles pédagogies, Piaget, Dewey, qui remettent l'enfant au centre, son activité. C'est une tension très intéressante. Comment ces deux tendances cohabitent? La standardisation d'un côté et ces pédagogies nouvelles de l'autre. C'est une des tensions fondamentales de l'éducation moderne. Et Dakar la met bien en lumière. D'un côté, oui, l'industrie, les États-nations, ils ont besoin d'une main-d'œuvre formée, alphabétisée et disciplinée, et de citoyens avec une culture commune. D'où l'école de masse, organisée, hiérarchisée. Elle observe comment les enfants apprennent. Piaget et les stades de développement. Oui, il montre que l'enfant construit activement son savoir. Et Dewey qui prône le « learning by doing », l'apprentissage par l'expérience, par la résolution de problèmes concrets. Loin du modèle où l'élève écoute passivement. Exactement. Ces approches actives ou nouvelles critiquent cette passivité. Dakar suggère que l'histoire de l'éducation au 19e et 20e, c'est cette oscillation permanente, ce débat entre les besoins de la société, uniformiser, être efficace, et les besoins de l'individu, s'épanouir, respecter les rythmes. Un débat qui n'est toujours pas tranché aujourd'hui, on a l'impression? Clairement pas. Ce qui nous amène justement à l'ère contemporaine. Dakar dépeint une éducation face à des défis planétaires, le numérique, l'inclusion, le développement durable, la mondialisation. Des enjeux énormes, oui. Et l'article note une tendance vers ce qu'on appelle l'approche par compétences. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'après Dakar? Allez Laure, selon son interprétation, cette approche par compétences, c'est une tentative de réponse à l'accélération des changements, à la complexité du monde.
L'idée, c'est que plutôt que viser surtout l'accumulation de connaissances qui deviennent vite obsolètes ou qu'on trouve facilement maintenant, Avec Internet et tout ça? voilà, l'objectif serait plutôt de développer des capacités transversales. Apprendre à apprendre, résoudre des problèmes nouveaux, travailler en équipe, communiquer, avoir un esprit critique face à l'info, s'adapter. La fameuse adaptabilité. C'est ça, l'auteur y voit une évolution assez logique face à un avenir incertain. L'adaptabilité serait la compétence clé. Mais attention, il souligne aussi les débats que ça soulève. Ah oui, Jules Roy. Quel genre de débat? Le risque de réduire l'éducation à une simple préparation au marché du travail, par exemple, au détriment d'une culture générale plus large, ou la difficulté d'évaluer réellement ses compétences. C'est vrai que ça pose question. Bon, alors, après ce vaste panorama historique, comment Dakar résume un peu l'essence de l'éducation? Qu'est-ce qu'on retient? La conclusion de l'article est assez belle, je trouve. L'éducation y est présentée comme ce dialogue permanent entre les générations, un pont entre l'héritage du passé et les espoirs pour l'avenir. Un miroir des sociétés. Oui, elle reflète nos valeurs, nos savoirs, mais aussi nos tensions, nos inégalités. Et en même temps, elle est aussi un moteur potentiel de changement. Mais il ne s'arrête pas là à l'auteur. Il termine sur les défis très spécifiques posés par la révolution technologique actuelle, c'est bien ça, hein? Tout à fait. C'est vraiment le point d'orgue de son analyse prospective. Dakar identifie ce qu'il nomme un triple défi majeur, lancé par le numérique, l'IA, la robotique. D'accord, alors le premier défi... Premièrement, il questionne le rôle même de la transmission. Si l'info est partout, tout le temps, accessible en un clic, quelle est la valeur ajoutée de l'école, des enseignants? Qu'est-ce qui mérite encore d'être transmis collectivement et comment? La question du sens de l'éducation à l'heure de Wikipédia et des IA. C'est exactement ça. C'est une question vertigineuse. Et le deuxième défi alors? Le deuxième, selon Dakar, c'est celui de la cohabitation homme-machine. Comment on éduque les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, à interagir de manière intelligente, critique, éthique avec ces technologies. Qui sont de plus en plus présentes, performantes. Voilà, comment utiliser l'IA comme outil d'apprentissage, de création, sans devenir dépendant ou être manipulé. Comment on préserve notre autonomie de pensée. Il parle de développer une vraie littératie numérique et artificielle. Une compétence essentielle Enfin. aujourd'hui. Et le troisième défi pointait vers les inégalités, c'est ça? Précisément, c'est le défi de l'équité, de l'inclusion. Comment on fait pour que ces technologies ne creusent pas encore plus la fracture numérique et sociale? Comment on garantit que tout le monde puisse en bénéficier? Oui, et que l'IA, par exemple, ne renforce pas les biais, les discriminations qui existent déjà. Dakar insiste sur ce risque d'une éducation à deux vitesses qui accentuerait les inégalités si on n'y prend pas garde. D'accord. Et ces trois défis, pour lui, ils exigent une réflexion collective, profonde et urgente sur les finalités mêmes de l'éducation au XXe siècle. En résumé, ce voyage à travers l'article de Saïd Dakar, ça nous montre une éducation en évolution constante, façonnée par son temps, mais qui cherche aussi à le façonner. Un processus complexe, jamais fini. Tout à fait. Et peut-être pour ouvrir une dernière piste qui prolonge un peu la réflexion de Dakar sur l'adaptation à la technologie, Oui, on pourrait peut-être inverser la perspective. Au lieu de se demander seulement comment l'éducation doit s'adapter à l'IA, on pourrait se demander comment l'éducation, en formant des citoyens éclairés, critiques, éthiquement conscients, pourrait aider à orienter le développement de ces technologies IA. exactement, comment s'assurer que l'innovation reste au service des valeurs humanistes, la liberté, la justice, la dignité, que toute cette histoire de l'éducation, avec ses hauts et ses bas, a tenté de promouvoir. C'est une perspective intéressante. Peut-être qu'un des rôles cruciaux de l'éducation aujourd'hui, c'est justement de nous armer, collectivement, pour poser les bonnes questions à ces technologies qui transforment nos vies. Une interrogation fondamentale pour continuer à penser l'avenir. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse vraiment éclairante, tirée du texte de Saïd Dakar. Merci à vous, c'était passionnant d'en discuter.